Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet essai, Les personnes trans sont-elles folles d'Alistair Oudaillé, auteur gay, trans et handicapé, qui écrit et réalise du contenu de vulgarisation, notamment sur les enjeux queer et de handicap. Un ouvrage aux éditions Double Ponctuation 2026. Alors vous l'aurez compris, le titre est volontairement proposé dans le cadre d'une mise en réflexion, en interrogation, notamment des origines de la pathologisation et du rôle des normes dans les questions de santé mentale et de ses troubles. C'est donc finalement une question piège. Alors, un des messages clés de l'essai, pour citer Alistair Oudaillé, la folie n'est pas l'inverse de la raison, elle est l'inverse de la norme. Alors, ce qui est ici est finalement la manière dont les personnes trans ou anti-trans, anti-queer mobilisent finalement les concepts de folie, de normalité, de raison et les positions associées. Alors pourquoi, comment et par qui certaines personnes sont-elles pathologisées et psychiatrisées? Qui fixe les normes? Qui les produit et pourquoi? Que faire d'ailleurs des personnes classées comme trop divergentes de celles-ci? L'auteur propose ici un déplacement, c'est-à-dire dépathologiser les personnes trans sans reconduire le mécanisme qui permet de pathologiser, marginaliser ou priver d'autonomie d'autres personnes. En effet, l'auteur interroge aussi la manière dont la souffrance est mobilisée pour classer ou stigmatiser une personne au détriment de la prise en compte du contexte. Alors, il ne nie ni la souffrance psychique, ni l'existence de situations nécessitant des soins ou un accompagnement, bien évidemment, mais définir la folie ou la maladie mentale par la seule souffrance est tentant et ne peut pas suffire. En effet, il est toujours question de catégorisation, mais qui catégorise comment et pourquoi? Alors prétendre, je cite, que nous pourrions définir ce qui est pathologique uniquement sur la base de ce qui cause des souffrances nous oblige toujours à nier l'influence du contexte sur la souffrance et sur sa catégorisation, qui est pourtant bien réelle. Alors à cette grande question complexe, les réponses méritent de faire un pas de côté sur ses propres réactions qui peuvent nuire à autrui, même si l'intention de départ s'avère bien protectrice ou défensive. Par exemple, arguer que la transidentité n'est pas un trouble psy, et que les personnes ont donc le droit à une jouissance totale de leur autonomie corporelle, peut revenir à valider, en quelque sorte, l'argument qu'il existe des personnes trop folles pour avoir accès à ce droit. C'est là un des messages forts de l'ouvrage. En effet, la stratégie ne s'oppose pas à la psychiatrisation comme arme politique, elle tente juste d'en réduire la cible. Alors, il ne s'agit donc pas de reprocher aux personnes trans de se défendre en affirmant qu'elles ne sont pas folles, mais de construire un argumentaire plus solidaire et plus politique qui interroge les normes et évite de participer à la stigmatisation et à la pathologisation finalement d'autres groupes. Alors pourquoi faudrait-il être reconnu comme non folle pour bénéficier pleinement de ses droits, de son autonomie et du respect de ses choix, et qui possède d'ailleurs le pouvoir de décider qui l'est? Ainsi, la folie devient une arme politique. En effet, désigner une personne comme folle ou une opinion comme délirante permet de la décrédibiliser. L'institution psychiatrique, longuement analysée dans l'essai, détient un pouvoir important de définition du normal et du pathologique, historiquement mobilisé pour renforcer certaines normes et réprimer des groupes minorisés et les femmes. Alors, les folles sont marginalisées parce qu'elles sont folles, et les personnes marginalisées sont désignées comme folles parce qu'elles sont marginalisées. Alors je cite, la folie est une étiquette assignée aux personnes qui divergent de la norme, donc avant tout aux personnes marginalisées. Elle est aussi une étiquette marginalisante. Alors un autre point soulevé dans l'essai concerne la dysphorie de genre, proposée ici comme pouvant être comprise de manière plus universelle. En effet, l'écart entre la manière dont une personne se conçoit et la manière dont elle est perçue peut également être ressenti par des personnes cis, y compris lorsque cela touche au genre. En effet, avoir envie, voire besoin de modifier son corps ou de choisir son apparence en société relève également de l'expérience humaine, banale et universelle. La pathologisation et la stigmatisation de la transidentité nous la font apparaître comme une expérience hors norme et rare. Alors finalement, ici, c'est bien un droit à une autonomie préservée pour tous qui est défendu, et pour cela, l'auteur propose de tenter autre chose que de prouver que les personnes trans ou les victimes de violences conjugales, par exemple, ne sont pas folles, car en effet, cette stratégie ne fonctionne qu'en renforçant une vision de la maladie mentale et de la folie qui exclut les personnes marquées par ce stigmate. Alors pour terminer, je cite les mots d'Alistair Oudaillé, il est donc de notre responsabilité de refuser d'avoir une discussion sur la pathologisation et la dépathologisation des identités queer en des termes qui nous forceraient à valider les concepts de folie et de maladie mentale comme seulement médicaux, et d'inscrire le mouvement pour les droits des personnes queer dans la continuité de celui pour les droits des personnes handicapées, psychiatrisées et ou folles.
Je vous invite vraiment à découvrir cet essai, c'est passionnant. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.